j'ai lu cette information aussi sur Togo Breaking News, votre site d'information hier. Je veux bien parler alors de cette information concernant le décès de Agbeyomi Kodzo. Et comment vous l'avez accueilli, cette information? Surprise et étonnement. Parce que, comme les uns et les autres l'ont dit, on n'a pas appris qu'il était si souffrant que ça. On sait naturellement que des personnes déjà dans le troisième âge, c'est ce que vous dites. Tout à fait, voilà. C'est 69 ans. Puisqu'il y a eu des universités dans ce sens. Donc, des personnes déjà dans le troisième âge traînent toujours quelques maladies ici et là. Et sachant que M. Kodjo souffrait déjà des arthroses et d'autres maladies qui le dérangeaient. Donc, on savait déjà qu'il n'avait pas une santé de fer de toute façon. Nul ne peut prétendre l'avoir d'ailleurs. Et donc, mais il n'était pas alité, il n'était pas admis à l'hôpital. Donc, on n'avait pas de nouvelles alarmantes dans ce sens-là. Et du coup, d'un coup, on l'apprend. Moi, je n'étais même pas au courant. Des amis cherchaient plutôt à confirmer l'information. Ils me demandaient si mes oreilles de journaliste ont pu avoir la certitude de cette information. Je dis, mais c'est quoi cette histoire? Je suis allé aux nouvelles et ça m'a été confirmé. C'était un choc, un vrai étonnement parce que c'était pas connu qu'il était souffrant et tout ça. Mais c'est arrivé de toute façon, comme nous l'avons d'ailleurs dit, c'est à la suite d'un malaise qu'il a eu dans la journée donc, de samedi. Il a été donc conduit à l'hôpital, d'où il ne reviendra plus jamais. Donc, que la terre lui soit légère. Et comme les uns et les autres l'ont dit, condoléances à la famille et à tous ceux qui étaient proches de lui. Isaac a su bien le vivre, des gens qui partageaient des convictions, des idées avec lui. Mais comme Uriel le dit également, c'est pas une petite personne. Il a eu à servir le Togo, quel que soit ce que les uns et les autres lui reprocheront. Il a été ministre de la jeunesse et des sports d'abord, ministre de l'Intérieur, directeur du port de Lomé, président de l'Assemblée nationale, puis Premier ministre. Tout à fait. Donc, chacun peut être comptable de ses choix et de ses convictions, mais c'est quelqu'un qui a servi le Togo et que Dieu le bénisse, si c'est possible encore, de là où il est, pour tout ce qu'il a eu à faire pour le Togo, et que Dieu apaise sa famille. Isaac, comment vous expliquez le fait que déjà il y a Monseigneur Fanko Kodzro qui est décédé en exil il y a de cela 2 mois et que Agbeyomi aussi décède déjà en exil? Vous savez, il y a des mystères de la vie et notre esprit humain est toujours limité. Et donc, il y a des mystères. Nous ne pouvons que accepter. Nous ne pouvons parfois que faire contre mauvaise fortune, bon cœur, quand ces événements nous arrivent. Et bon, on peut l'expliquer scientifiquement en se disant qu'il y a eu un choc d'apprendre ce décès de Monseigneur Kodzro, que la mort d'une personne sur laquelle vous comptez peut provoquer un choc, peut provoquer des troubles intérieurs. On peut l'expliquer ainsi. Il y a aussi cette explication par les causes finales, c'est-à-dire en disant que c'est la main de Dieu, c'est la main de la Providence qui a tout disposé dans un ordre éternel et que cet ordre, cette éternité, cet ordre dans lequel la Providence a disposé les choses, notre esprit ne peut le comprendre. Simplement, ce que recommandent parfois les prêtres ou les pasteurs, c'est de tâcher d'entrer dans de comprendre cette éternité, d'essayer de nous approcher. Et la méditation, la piété, la spiritualité ou la foi peuvent nous permettre d'accepter tout ce qui arrive en se disant que, après tout, c'est la vie. Naître, c'est la vie. Traverser la vie, ça fait partie aussi d'un cheminement. Et au terme de ce cheminement de l'existence, vous avez le départ. C'est simplement que nous ne nous habituons pas à cela. Donc, pour répondre en clair, ça fait partie des mystères de la vie. Évidemment, il y a des manières autres dans nos traditions d'aller comprendre. Je sais que dans l'ancien temps, il y a des gens qui allaient consulter pour savoir comment expliquer cela. Mais en tant que personne, quand nous sommes dans la rationalité, c'est un mystère et puis voilà. C'est un mystère et
puis voilà, vraiment. Alors, je pense que nous aussi, au Club de la Presse, nous présentons nos condoléances, et toute la radio, et Radio-Canal FM et son personnel, et l'émission Club de la Presse présente ses condoléances à toute la famille éplorée, et paix surtout à l'âme alors de l'illustre disparu. Oui, Isaac? Non, mais j'allais ajouter que quand c'est par le biais de Togo Breaking News que j'ai pris connaissance de la nouvelle, et puisque ça venait d'un média que j'estime être sérieux, qui a mis la déontologie au cœur de son travail, et j'ai considéré en lisant que c'était une nouvelle qui était vérifiée sans pour autant avoir eu un communiqué officiel de la famille. C'est pour témoigner le respect à la qualité de l'information que diffuse ce média. D'accord. Et merci justement dans ce sens. Et je pense que la plupart des décès, des informations que nous recevons relativement aux décès, nous les recevons de la part des médias en ligne d'abord, avant que la confirmation n'arrive par après à des personnes censées adresser ne serait-ce qu'en une seule phrase. Mais est-ce que là, ça veut dire que ces médias sont devenus incontournables aujourd'hui dans notre vie, surtout les médias en ligne, je veux dire? Non, ça c'est un autre sujet, karma. Vous savez, il y a médias en ligne, dans médias en ligne, il y a des médias en ligne professionnels. L'invité Isaac venait de le signifier clairement. Il y a des médias en ligne professionnels, il y a des médias en ligne qui sont là rien que pour la pagaille et la comédie, les fausses informations, toujours à la HAC, après toujours à l'OTM, toujours à la justice. Sinon, les médias en ligne, ils font un très bon boulot. La preuve, c'est qu'ils sont parfois plus nombreux auprès des institutions qui signent des contrats de partenariat avec nous. Ils sont plus nombreux que la presse écrite, bien que nous soyons des sociétés de presse qui dépensons plus. Vous les voyez plus nombreux. Nous les invitons juste à plus de professionnalisme, sinon ils font un bon boulot. Des fois, il y a des informations qui passent après vérification. On s'en rend compte que ce n'est pas vrai, mais la presse écrite ne peut pas se permettre cela parce que juste le lendemain, vous allez vous retrouver à la HAC. Après, c'est autre chose. Après, c'est 3 mois de suspension. Après, 6 mois de retrait de récépissé. Avec tout ce qu'on connaît, le paiement des impôts, le paiement des taxes, tout ce que l'OTR à court derrière nous, on ne peut pas se le permettre. Alors, même les médias en ligne ne peuvent pas se permettre ça. Pour avoir un récépissé pour un média en ligne au Togo actuellement, il faut d'abord se constituer en société de presse. D'accord. Oui, il faut se constituer en société de presse, avoir un siège et tout ce qu'il y a, déclarer le personnel à la caisse. Donc c'est vraiment une machine, une vraie société en ce sens-là, même si les gens estiment que nous dépensons moins à cause du support. Je crois que c'est du travail de fond qui se fait, et donc chaque média en ligne qui se veut professionnel dépense énormément de l'argent et du temps et du sérieux. Donc je crois que tout le monde ne peut pas être au même niveau en même temps. Je crois que la dynamique est en cours et les autres vont suivre naturellement. Mais je voudrais suggérer d'ailleurs, c'est vrai que puisqu'on est c'est quand même un débat participatif. Tout à fait. Je voudrais suggérer pourquoi vous ne faites pas une émission, un débat, même si c'est un forum, parce que la question des médias en ligne, elle est vraiment aujourd'hui très opportune, surtout dans nos sociétés où nous sommes en train de construire la démocratie. C'est quand même une démocratie du débat, et nous savons que de manière générale dans le monde, les médias en ligne participent aussi de cette distorsion. Je ne parle pas de désinformation, mais participent aussi de la distorsion de l'information. Ce sont des problématiques qu'on connaît même aujourd'hui, qu'on connaît aux États-Unis. Les fake news. Il y a une plus rapide diffusion de l'information, donc je vous suggère, avec des professionnels, même des partis politiques, vous en tant que professionnels des presses, des gens, des communicants, parce que c'est une problématique au cœur. Et surtout qu'il y a une tendance à pénaliser le délit de presse en ligne aujourd'hui. Donc ça fait partie d'une problématique que je vous invite à
D'accord. Comme des initiatives. Alors, merci beaucoup. Voilà. Isaac, nous vous avons invité alors à propos de cette conférence de presse que vous avez organisée la semaine dernière. Et avec cette conférence de presse, vous avez abordé beaucoup de sujets de l'actualité. Et donc, nous aimerions également discuter alors de ces sujets de l'actualité avec vous. Mais je lis cette phrase qui vient de vous justement sur AfriPresse. Et c'est ce que AfriPresse a pris même d'ailleurs pour faire le titre alors de cette conférence de presse qu'il a couvert. Enfin, la phrase dit l'UFC ne périra pas. Alors, est-ce que finalement aujourd'hui, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tendance à dire que l'UFC va périr? Non, c'est peut-être une expression qui n'exprime pas bien le fond de ma pensée. Ce que je veux dire, c'est que nous avons un projet, une vision quand nous sommes nés et que nous remettons à chaque fois l'ouvrage sur le métier, même si nous avons des revers électoraux. Nous sommes soumis à, comme toutes les œuvres humaines, il y a ce que j'ai souvent l'habitude de dire en m'inspirant de ce passage de Shakespeare, il y a des marées hautes, il y a des marées basses, il y a des revers électoraux, il y a des périodes où nous ne sommes pas audibles, mais le projet que nous portons, à savoir un changement dans ce pays, une alternance, mais une alternance qui ne soit pas perçue comme la revanche d'un camp sur l'autre. Donc, et secondo, un parti politique, ça a une durée de vie qui dépasse celle de son créateur. Donc, si vous voulez, c'est de refaire toute la pédagogie qu'on doit faire quand on crée un parti politique. Un projet politique, les hommes qui le portent, quel est le narratif, quelle est la vision que génère ce projet, comment nous entendons gouverner un jour si nous avons cette responsabilité, comment nous financerons par exemple l'accès la diffusion de l'eau, qui est une meilleure desserte de l'eau dans le pays, comment nous financerons par exemple que nos concitoyens, que l'électrification soit quelque chose que ce soit accessible à presque 100% de nos concitoyens, sachant bien que cette problématique de l'électricité, c'est une problématique transversale à toute l'Afrique. L'Afrique est le continent le plus faiblement électrifié. La capacité de production de l'énergie en Afrique, elle est très très faible. Donc voilà des problématiques qui ne sont pas seulement celles du Togo. Là, même si je sais que le gouvernement actuel a un projet, nous essayons de voir où est-ce qu'ils en sont, comment capitaliser ce que ce gouvernement actuel a à faire, l'améliorer. Nous avons des propositions en ce sens, diversifier les sources d'énergie. Voilà, c'est-à-dire que nous avons une vraie vision. Comment faire inciter davantage d'entreprises à investir, donner de l'emploi à nos jeunes, mettre en place un programme sur la solidarité. Nous avons des personnes âgées qui ne font même pas 2% de la population. Mettre en place un revenu minimum pour ces personnes âgées. Vous avez vu par exemple le programme Non-Vici et tout ce qui se rapporte aujourd'hui que l'ANADEB met en place, c'est inspiré de nos propositions. Quand nous proposions un plan à nos concitoyens, de gouvernement à nos concitoyens en 2018, nous parlions de mettre en place une agence nationale de solidarité qui versera certains revenus minimums, parce que la question du revenu universel minimum, c'est une problématique aujourd'hui que tous les pays adoptent, même dans les démocraties dites libérales. Le revenu minimum est important, la problématique se pose. Donc, nous avions anticipé cela depuis 2018, donc c'est bien postérieur à ce que le gouvernement actuel a mis en place à partir du plan Non-Vici post-Covid. Nous avons un vrai projet pour ce pays, mais un projet qui ne dit pas que tout ce qui a été fait n'est pas bon, mais un projet qui vise à améliorer ce qui a été fait, à capitaliser ce qui a été fait. Voilà, oui, Isaac, vous avez eu la chance alors de participer au gouvernement grâce à l'accord politique UFC-RPT, et c'était en 2010, bien sûr, 14 ans de cela. Alors, dites-nous, comment se fait-il que vous avez pu participer au gouvernement, mais vous n'avez pas réalisé tout ce que vous venez alors de raconter? Non, je pense que nous étions au gouvernement et des choses ont été faites, notamment si vous voulez, on a la remise de la dette. Ça a été parce que nous sommes comptables aussi de cette action gouvernementale entre 2010 et 2013. Bon, même si c'est sur le tard que nous avons obtenu les réformes constitutionnelles en 2017, mais nous avions quand même réalisé des choses. Vous avez vu qu'il y a eu un début d'investissement dans le pays, le début de la construction de l'aéroport, parce que
à partir de 2010, la question des infrastructures se posait. Donc, c'est à partir de 2010 qu'avec cette remise, l'initiative PPTE, le Togo a été éligible à d'autres crédits, des capacités de financement, de refinancement de son développement. Donc, vous avez vu, tout ça participe. 1 kilomètre de route, ce sont des millions, des centaines de millions de francs CFA. Donc, on a recommencé par faire tout. Il faut voir d'où nous partons. Donc, nous avons fait des choses et c'est la participation au gouvernement, elle nous a donné cette culture de l'État, c'est-à-dire le sens de l'arbitrage. C'est-à-dire quand vous êtes en situation, vous avez des choix à faire, vous avez des arbitrages à faire, c'est ça ce que ça nous a donné. Nous savons qu'il y a des attentes de nos concitoyens. Comment faire pour les satisfaire quand nous avons des situations budgétaires limitées? Parce qu'il faut dire, le Togo, les ressources du Togo ne sont pas si importantes que ça. Nous n'avons que 2000 milliards de francs CFA de budget, ce qui est vraiment très très faible quand vous avez des projets à faire. L'électrification, les routes, les pistes rurales, entretenir ces routes, entretenir le fonctionnement de l'État. Bon, les gens qui sont en extérieur critiquent tout le temps, mais quand on dit, nous les Théagois, quand on est vraiment près du moulin, c'est un autre bruit qu'on entend. D'accord. Sûrement que mon confrère Uriel a une question pour vous. Bon, une question suscitée par la réaction d'Isaac Thiapé lui-même. Vous savez, par rapport à vos collègues des autres partis politiques de l'opposition, j'avais vraiment envie de vous poser cette question, puisque les gens pensent que c'est parce que les autres avaient boycotté les élections que l'UFC a eu la chance d'être ici, d'être là-bas. Je ne sais pas si vous avez une réponse à leur fournir, parce que cette impression revient jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à ce que certains ne soient parvenus à dire que si, pour les échéances à venir, si tous les partis politiques de l'opposition participent, l'UFC ne s'en sortira pas. Donc, à ce point, c'est une bonne occasion pour nous de vous avoir ici pour expliquer un peu les forces dont vous avez besoin et ce que vous possédez déjà et qui vous permet de défier tous ces propos qui apparemment peut-être ne sont pas relatifs à vous. Oui, c'est-à-dire la force principale, ce sont les hommes, c'est le programme que nous avons, c'est le courage, le labeur. Nous sommes des gens laborieux, industrieux. La force que nous avons, c'est d'aller de la proximité, d'aller vers nos concitoyens, de leur expliquer en permanence. La force qui est la nôtre, c'est la force de la conviction, parce que quand on entre en politique et quand on vise à changer le sort de nos concitoyens, c'est parce on se met en capacité d'être à leur service. Et donc, cette force que nous avons, cette conviction, c'est que ce projet, c'est pour apporter du bien-être à nos concitoyens, même si parfois ce n'est pas perçu. Après, ce sont leurs suffrages qui décideront. Donc, nous irons vers le concitoyen, nous serons présents dans beaucoup de circonscriptions. Cette force, c'est de dire que nous devons construire ce pays de cette manière-là. Ce n'est pas dans mettre fin à la polarisation, c'est-à-dire ces fossés qui sont devenus infranchissables, qui font que nous ne nous parlons pas. J'ai écouté c'est dommage que M. Diakouti ne soit pas parmi nous, parce que je voulais lui dire, j'ai écouté avec un grand plaisir tout le développement qu'il a fait ce matin sur une radio locale. Il a vraiment évoqué comment on ne peut construire un pays que dans la discussion, le dialogue, le débat apaisé. Et il a évoqué des thématiques sur la réconciliation, sur la négociation, il a évoqué des thématiques de l'apaisement, et c'est ça qui est au cœur de notre ligne de conduite. Non, les gens sont incompris, parce qu'il y a, vous savez, si vous placez votre action, quand vous donnez à votre action de la profondeur historique, c'est-à-dire quand vous vous rapportez à la manière même dont la politique ou les partis politiques sont rentrés dans le champ, ont investi le champ politique depuis les années 50, vous verrez qu'il y a toujours cette dynamique de l'adversité, mais il y a eux, il y a nous, de la haine, du ressentiment. Et c'est quelque chose qu'on reproduit encore aujourd'hui. Dans les années 50, nous avions cela. Aujourd'hui encore, nous avons cela. Ce n'est pas le jeu. Mais nous, notre ligne de conduite, c'est de dire,
de tenir compte de notre passé et de dire, nous avons une obligation, et c'est conforme à la tradition, c'est-à-dire l'apaisement, hein, la mesure, la nuance, et de refuser toutes les outrances. D'accord. Didier? Non, je voulais demander j'avais déjà posé cette question. Je vais reposer. Je lui avais posé cette lors de la conférence de presse. Donc, je repose ici. Ça fait bientôt 5 ans que l'UFC, ou pas bientôt, ça fait 5 ans que l'UFC est chef de file de l'opposition. C'est vrai que vous avez eu des choses que vous aviez eu à faire. Est-ce que l'UFC a toujours la chance, ça rejoint la question certainement de Uriel, de comment dire, rééditer l'exploit de chef de file de l'opposition? Quelles ont été les actions qui ont été posées dans le sens de votre démarche d'apaisement, de construction dans la durée? Quelles ont été les actions de chef de file de l'institution même CFO durant les 5 ans? Oui, il y a je prendrai 3 aspects. Sur le plan institutionnel, je prends 2 aspects. C'est-à-dire à la fois au Parlement, des choses que nous avons faites, des lois que auxquelles nous avons contribué à faire passer, à les orienter, la loi sur la biométrie, vous voyez par exemple l'identification qui sera importante pour l'état civil plus tard et voir le fichier électoral. Nous avons contribué à faire voter une loi pour renforcer les droits de la femme, modifier le code de la famille et des personnes, les droits des femmes. Nous avons contribué à faire voter une loi sur l'alimentation en milieu scolaire. Quand les projets viennent, nous avons contribué à faire que la violence contre les apprentis, dans le milieu de l'apprentissage, les violences à caractère sexuel, nous avons contribué à faire cela. Nous avons contribué à faire voter des lois sur la cybercriminalité et les crimes, les délits en ligne. Bon, je ne vais pas étaler tout ça sur le plan institutionnel. Sur le plan institutionnel, d'un côté, nous avions un dialogue constant avec la partie au pouvoir, avec le chef de l'État aussi. C'est un dialogue entre M. Olympio pour discuter des questions internationales, voir dans quelle mesure il peut orienter certaines décisions, parce que la responsabilité in fine, c'est celle du chef de l'État et de son gouvernement et de sa majorité. Nous ne pouvons qu'être dans une démarche constructive, qui est une démarche de contrôle sans invective. Donc, nous avons un dialogue permanent. Elle s'est aussi manifestée par la manière dont nous avons pu obtenir peu ou prou une réduction du montant de la caution. Nous voulions que ce soit 100 000 à 100 000 francs. Nous avons obtenu, l'ensemble des participants ont obtenu 300 000. Je ne dis pas que c'est simplement à l'actif de l'Union des forces de changement. Donc ça, sur le plan institutionnel, c'est de maintenir ce qui est au cœur, la discussion permanente, l'échange permanent. Et c'est un échange qui se fait parce que nous respectons les institutions. Nous le faisons dans un état d'esprit républicain, dans le respect des institutions, avec fermeté. Nous avons des exigences, mais surtout en respectant bien ceux qui ont le pouvoir sur le territoire. Ça, c'est sur le volet institutionnel. Sur le volet économique, nous allons voir, par exemple, les autorités en place, les ministres de l'économie, en commission des finances. Nous discutons sur quand des orientations arrivent, nous voyons qu'elles ne sont pas très favorables, même sur la question des taxes. Tout ce qu'elles peuvent faire. On oublie aussi que les taxes, elles peuvent paraître parfois abusives, mais c'est aussi la seule façon dont l'État peut vivre. Les modes de ressources, les modes de ressources de l'État, ce sont les taxes. Nous n'avons pas de pétrole, même si on sait qu'aujourd'hui que le pétrole, c'est une ressource qui n'est plus une ressource d'avenir. Sur le plan des droits de l'homme, nous discutons quand il y a des arrestations ou quand il y a des vexations, des mesures qui peuvent paraître vexatoires pour nos concitoyens, nous approchons les autorités. C'est-à-dire, nous sommes toujours dans cette attitude à la fois de responsabilité coopérative, de construction, qui n'est pas une attitude que je dis comminatoire, c'est-à-dire où nous donnons des ordres, où nous stigmatisons. Voilà, donc, nous voilà un peu ce que nous faisons. En fait, cette ligne de conduite, c'est pour aller vers un temps où nous pourrons discuter sans que la personne en face, c'est pour clore la méfiance, des décennies de méfiance, voilà. Oui, justement, dans cette logique, Isaac, comment se fait-il que, ou du moins, comment vous expliquez le fait que, quand on parle alors de l'UFC, chef de file de l'opposition, c'est la personne également de J-Chris Olympio, qui apparemment n'est pas au pays. Comment il arrive à jouer ce rôle?
Oui, mais parce que, vous voyez, c'est parce que la politique, en général, dans nos pays, il y a une trop forte personnalisation de la politique dans nos pays. Bon, vous avez raison, même si dans les démocraties, la notion de chef, ce n'est pas une notion... le chef en démocratie, ce n'est pas un César, ce n'est pas... mais le chef dans les démocraties, c'est plutôt un leader. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui a une capacité entraînante. Et la capacité entraînante, c'est quoi? C'est un groupe. Or, donc, si les choses sont bien institutionnalisées, et je pense que en mettant en place l'institution chef de file de l'opposition, c'est une institution de la République. Certes, cette institution s'incarne dans le chef du parti qui arrive, mais ce chef a des collaborateurs, des conseillers qui peuvent jouer ce rôle. Et nous jouons ce rôle, nous prenons des contacts, il nous instruit, ou lui-même prend des contacts, il nous instruit de rencontrer les autorités, et nous le faisons. Il est vrai qu'après le Congrès, il y a une sorte de délégation de pouvoir de sa part pour cela. C'est quelque chose aussi que nous institutionnaliserons après le scrutin qui va arriver. Nous aurons une meilleure visibilité, puisque dans nos pays, la responsabilité, elle est d'abord personnelle. Bon, même surtout en politique. Donc, nous institutionnalisons. Mais le travail se fait. C'est quoi la relation que vous entretenez avec les autres partis politiques de l'opposition? Elle est induite par notre attitude, c'est de discuter avec tout le monde. Dès que, dans le cadre permanent de concertation, par exemple, nous discutons. Vous voyez, c'est un cadre qui se réunit au moins une fois par mois. Et c'est vraiment... J'ai eu parfois des gens entendre dire que des débats houleux. Non, ce sont des débats fermes. Les gens expose un peu, mais vous n'avez jamais eu des esclandres autour de la table. Quand vous avez par exemple M. Manti qui vient, il s'exprime avec fermeté, il a un temps de parole comme il veut, tout le monde s'exprime, et c'est vraiment un cadre où nous avons une diversité d'opinions. Et donc nous les rencontrons dans ce cadre, nous exprimons de point de vue, nous avons des passerelles, nous nous rencontrons, bon, et voilà, c'est comme ça se fait entre êtres humains, nous nous départissons de l'attitude de défiance et de méfiance. Donc toute personne, nous allons, quand l'occasion nous est donnée, nous discutons avec tous les partis politiques. Tout, quelle que soit la partie au pouvoir que la partie de l'opposition. D'accord. Je reviens un peu sur vos actions en termes institutionnels. Vous avez parlé de l'identification biométrique. Vous savez, jusqu'ici, c'est quelque chose que vous êtes arrivé à faire pour voter, mais qui n'est pas encore mis en œuvre. Est-ce que, oui, je vais terminer en même temps, puisque le temps passe. Pendant que vous y êtes, vous gagneriez, à mon avis, en poussant l'exécutif à mettre en œuvre cette identification biométrique, vous gagnerez. J'ai anticipé votre question, c'est-à-dire que la phase expérimentale s'est achevée fin novembre. Fin novembre 2023. Donc on n'est plus en phase expérimentale, on est simplement qu'à une phase de mise en œuvve. Et ce qui, je pense que, puisque à l'Assemblée nous avons interrogé, ce qui était prévu, c'est qu'elle débute en début d'année. Bon, nous avons une phase actuellement, celle du processus électoral. Et je pense que je suis attentif à ce que vous dites. Et c'est pour ça aussi que nous avons des représentants au Parlement. Nous posons des questions au gouvernement, nous allons les voir, donc nous allons essayer de comprendre. Mais comme nous sommes concentrés pour l'instant sur le processus électoral, qui aurait dû se dérouler fin mars selon les engagements qui avaient été pris, donc nous sommes en phase électorale, et ça devait débuter, le processus d'identification devait débuter en début d'année 2024, c'est peut-être repoussé d'un trimestre. Bon, moi, comme j'aime toujours inscrire les choses dans la durée, dans un temps moyenne durée, courte durée, ça va se faire. Je pense qu'après les élections, c'est quelque chose qui va se faire. Mais est-ce que vous avez remarqué quand même là l'implication de la population tout entière dans cette phase d'identification biométrique? Oui, il y a eu 8000 personnes qui ont été... il y a eu des tests qui ont été faits sur 8000 personnes, et je pense que il faut de la pédagogie. Il y a un directeur de l'agence de la biométrie. Il a fait beaucoup de conférences, il a fait beaucoup de sensibilisation. Il appartient aussi aux partis politiques. C'est un peu ce que j'essaie de montrer, les bienfaits de la chose. Ça nous permettra que l'état civil, vous savez, l'état civil, pas simplement au Togo. Il faut avoir apaisant à l'esprit que beaucoup de problèmes, ces problèmes, ce sont des problématiques transversales à l'Afrique. Quand les gens se plaignent du Togo, les gens se plaignent de délestage, ils vont dire oui, c'est notre problème. Mais la question de délestage est beaucoup plus forte en Afrique du Sud qu'au Togo.
Bon, mais non, pour revenir au sujet, il faut aller parler, il faut expliquer aux gens que ce sera important pour l'état civil. Vous pourrez même avoir la nationalité, un certificat de nationalité plus rapidement. Donc c'est important qu'on ait cette identification. Nous aurons en même temps des statistiques. C'est vraiment important. Didier ? Non, c'est bon. C'est bon, d'accord. Nous allons observer une pause, et juste après, nous reviendrons pour parler surtout alors de votre participation à l'élection, aux élections législatives et régionales qui nous attendent le 20 avril prochain. Vous êtes opérateur économique et vous estimez avoir été injustement évincé d'une procédure de passation d'un contrat, de la commande publique ou tout simplement vous estimez que les termes du cahier de charges d'un marché public ne respectent pas la réglementation en vigueur. Saisissez l'autorité de régulation de la commande publique. Le comité de règlement de différends CRD de l'ARCOP est chargé de régler les litiges qui peuvent subvenir avant, pendant et après la passation ou l'exécution des contrats de la commande publique. Rendez-vous au siège de l'ARCOP, si dans l'immeuble Salam Assurance sur le boulevard Gnassingbé et Adema ou sur le site web arcop.tg pour exercer un recours. Avec l'ARCOP, on avance dans la transparence. Fine, légère, équilibrée et rafraîchissante, Warsteiner, une bière internationale, prestigieuse allemande, brassée depuis 1753 par la 9e génération de la même famille, est enfin au Togo, sous licence par la Société Nouvelle de Boissons SNB. Warsteiner, bière blonde, 100% malt, brassée selon la loi de la pureté allemande. Warsteiner, la vie dorée, 6 cavis, format 50 centilitres à 650 francs CFA. Warsteiner, la vie dorée. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi et nous discutons avec Isaac Thiapé. Isaac Thiapé qui est le porte-parole alors de l'Union des forces de changement UFC. Isaac, maintenant nous allons aborder, comme je le disais avant, même la pause, nous allons aborder la question électorale. On sait que déjà le 20 avril prochain, tous les Togolais iront aux urnes. Alors, pour vous à l'UFC, comment les préparatifs se font? Mais, écoutez, il y a déjà une première échéance. C'est celle de mercredi prochain, du 6 mars, où il y a clôture des candidatures. Il y a une deuxième échéance qui est celle de la publication définitive par la Cour constitutionnelle, après traitement. Donc nous allons suivre attentivement tout ce qui va, les séquences, le chronogramme, les dépôts des candidatures, son traitement et son envoi à la Cour constitutionnelle. Après, il y a le paiement des cautions. Il y a une fois que la liste définitive des candidatures est publiée, le paiement des cautions, nous verrons en ce moment-là. Et après, il y a la campagne qui débute, si ma mémoire est bonne, le 28 mars. Donc nous préparons nos argumentaires de campagne, nous préparons comment nous allons nous investir auprès de nos concitoyens dans ces circonscriptions. Nous avons déjà nous mettons en place cette stratégie, cette feuille de route. La proximité, c'est une campagne qui va essentiellement consister en proximité, aller sur les marchés, parler avec les chefs traditionnels, les faiseurs d'opinion. Nous ferons ce que on fait dans une démocratie quand on veut recueillir le suffrage, aller convaincre, aller sur les médias, sur les plateaux de télévision, faire des meetings, parcourir les marchés, avaler du kilomètre, avaler de la poussière, parce que le jeu parfois en vaut la peine. Nous aborderons ce processus électoral parce qu'un processus électoral, après tout, c'est de la fête, il y a de la couleur, puisque vous aurez des caravanes, vous aurez du jaune, bien sûr, du jaune qui, nous espérons, sera la couleur qui domine le plus. Vous aurez le palmier, puisque nous savons que le palmier est dans le cœur de bon nombre de nos concitoyens. Vous aurez le bleu d'unir, mais nous espérons que ce jaune, qui a une couleur beaucoup plus vive, sera supplanté celle du bleu d'unir. Nous aurons le jaune qui va dépasser la couleur du quart. Vous voyez, nous sommes prêts,
je ne vais pas dire impatients, mais nous mettrons tout cet enthousiasme, surtout que nous avons l'expérience de campagne électorale. D'accord. C'est vrai que nous ne sommes pas encore dans les campagnes électorales. Mais, déjà, entre-temps, il y a l'augmentation même d'ailleurs de sièges à l'Assemblée nationale de 91 à 113, qui également avec la répartition même d'ailleurs de ces sièges selon les circonscriptions électorales, qui a suscité un certain nombre alors de polémiques. Et pour vous, comment vous appréciez cette répartition ? Écoutez, c'est une prérogative de l'État. Nous savons que c'est le gouvernement qui fixe par décret la répartition des sièges. C'est vrai que la discussion a été faite d'abord au sein du cadre permanent de concertation, mais nous savions in fine que c'est le gouvernement qui fixerait les critères pour la répartition. La plupart des partis politiques étaient pour l'augmentation, mais l'augmentation tournait surtout par désarimer certaines préfectures de d'autres. Donc quand on désarimait, nous arrivions à un niveau d'une centaine. Nous, notre proposition portait sur 108 environ. Bon, nous avons pris acte de cette répartition que le gouvernement qui a été faite par le gouvernement, même si nous voulions que la région maritime pas région maritime, la région de Agoué et le Grand Lomé. Voilà, que le Grand Lomé ait environ une vingtaine de députés. Bon, c'est ce que nous voulions, mais on a aujourd'hui 16, donc 4 de moins, mais je pense que la répartition a été faite par le gouvernement. Nous en prenons acte. Ce n'est pas quelque chose que j'estime de trop disproportionné, trop déséquilibré. Il a essayé peu ou prou de respecter des équilibres démographiques et des équilibres géographiques. Mais si nous sommes en responsabilité, si nos concitoyens nous accordent leur suffrage et nous sommes majoritaires, bien sûr que nous referons un autre découpage électoral. Mais un découpage électoral qui ne sera pas perçu comme le prolongement de batailles politiques, des querelles politiques. Nous discuterons, la chose a été faite au CPC, nous mettrons, si vous voulez, nous inscrirons ce découpage électoral dans la durée. Nous ferons en sorte aussi que le cautionnement soit constitutionnalisé, ou plutôt pas dans la Constitution, mais dans le code électoral, c'est-à-dire un critère, nous aurons des repères précis pour fixer la caution électorale. Donc, bon, nous avons des propositions. Il y a des propositions que le gouvernement fait parce qu'il y a des considérations. Nous les acceptons, nous en prenons acte. Parce que c'est aussi, ils ont leurs valeurs, ils ont leurs exigences. Et la démocratie, c'est de faire en sorte qu'à un moment donné, les valeurs et les exigences de ceux qui sont en responsabilité, nous les acceptions. Et quand nous arrivons à prendre le pouvoir, quand nous ferons nos changements, ils accepteront aussi nos... Mais en politique, on parle plus de consensus. Il faudrait quand même que ces valeurs, ces exigences, alors du pouvoir... Le consensus dans la démocratie, puisque la démocratie, c'est la dispute sans fin. Si vous voulez, c'est la confrontation des idées, c'est la confrontation des valeurs. Mais simplement, à un moment donné, il y a des valeurs qui l'emportent sur l'autre parce qu'il y a des suffrages. Donc, quand vous avez un programme politique, un projet politique, il y a un narratif. Donc, le narratif, ce sont les valeurs qui supportent, qui donnent du fondement à ce projet politique. Et donc, s'ils gagnent, ce sont leurs valeurs, ils vont appliquer leur programme. Et donc après, nous, si nous gagnons, nous appliquons nos programmes, nous appliquons nos valeurs. Donc la notion de consensus dans une démocratie, il faut la relativiser. D'accord. C'est le compromis plutôt. Voilà. C'est la notion de compromis. Et on va parler un peu de la liberté de l'exercice de vos activités à l'intérieur du pays. Vous savez, plusieurs partis politiques de l'opposition crient qu'ils ont des difficultés à intégrer l'intérieur du pays pour le fait qu'on ne leur autorise pas de dérouler leur programme d'activité, leur mouvement et tout ce que vous connaissez à l'intérieur. Est-ce qu'au niveau de l'UFC, quelqu'un vous empêche d'aller dérouler vos activités à Tapamé, à Sokodé, à Kara, Dapon? Est-ce que c'est le cas? Non, pas du tout. Du reste, le 16 février dernier, il y a un atelier, si vous voulez, il y a une rencontre au niveau des partis politiques qui s'est tenue à Sarakawa pour discuter justement de cette problématique-là, si vous voulez, celle de la liberté d'association, de se réunir. Un forum, il y avait le ministère des Droits de l'Homme, la CNDH, le ministre de l'Administration territoriale, l'ONU, beaucoup d'ambassadeurs, beaucoup de gens sont venus. Donc, la question est effectivement il y a des considérations sécuritaires, il y a des
des considérations que parfois le gouvernement met en avant pour restreindre cette liberté. Bon, ça peut paraître abusif. Ce que nous aurions voulu, c'est qu'il y ait davantage de pédagogie, d'explication. C'est une mesure, si vous voulez, quand il n'est pas compris. De toute façon, un pouvoir en soi, il paraît toujours abusif. Ce qui fait peut-être défaut, c'est l'explication. C'est que ce qui fait défaut un peu peut-être chez nos gouvernants, c'est de davantage faire de la pédagogie de leur action. Vous voyez, par exemple, il y a beaucoup de choses, les gens ne savent pas que le gouvernement, qu'il y a beaucoup de choses que le gouvernement fait sur la desserte de l'eau, et qu'il y a une prise de conscience du gouvernement sur la question de vous voyez, il y a une première pluie à Lomé. Quand il va commencer par pleuvoir. Il n'y a pas longtemps, le ministre de l'administration territoriale lui-même et les gens de l'Agence pour la protection civile ont communiqué dessus. Ils ont expliqué ce qu'ils ont mis en place pour remédier un tant soit peu à ces contrariétés de la vie de nos concitoyens, surtout dans le quartier comme Nyekonakwe, à Bobokome. Ils ont expliqué ce qu'ils font, ils ont mis en place, ils ont appelé nos concitoyens à un certain civisme. Ils ont expliqué aussi ce qui relève des prérogatives de la responsabilité de l'État, c'est curer. On a des bassins d'eau. On oublie aussi, il faut expliquer que la ville de Lomé, c'est une ville qui a cru de plus de 30%. Donc, là, je dis encore, les infrastructures, ça n'a pas été accompagné d'infrastructures suffisantes pour que les conditions de vie soient les plus agréables, les plus favorables. Donc, il faut gérer tout ça. Et ce qui manque, c'est d'aller expliquer. Mais comme aussi nous avons dans notre pays beaucoup de défiance à l'égard des autorités, nous pensons que même si elles font des choses bien, on ne voit toujours que les choses par la lorgnette du négatif. Donc, on ne perçoit pas ce qu'ils font, le travail qu'ils font. Alors qu'il y a un travail qui se fait. Mais il faut tout construire dans notre pays. Aujourd'hui, si vous voulez que Lomé soit une belle ville, vous devez déloger beaucoup de gens. Or, vous avez dans Loméville beaucoup de familles anciennes. Vous devez retracer les rues, faire du tout à l'égout. Vous devez une bonne planification. Le curage, pour curer la lagune de Boka, par exemple, c'est plus de 4 milliards de francs CFA qu'il faut. Ouais, bon, il y a beaucoup, tout est prioritaire, tout est urgent. D'accord. Donc, il faut de la pédagogie. D'accord, merci beaucoup. Disiez une question ? Non, j'attendais la suite de la réponse de M. Isaac sur la restriction des manifestations à l'intérieur des libertés, la restriction des libertés. Je n'ai pas été satisfait de la fin de sa réponse. Non, mais vous avez raison. Parce que c'est un sujet réel qui fait raison, même... j'ai dévié. Oui. Non, mais vous avez raison. Voilà, donc je voudrais vraiment qu'il réponde parce que c'est un sujet réel. C'est vrai que le gouvernement met en avant des raisons sécuritaires des fois, mais des fois même dans certaines contrées, comme par exemple ce qui s'est passé à Kara, ce n'était pas le gouvernement, ce n'était pas une interdiction formelle officielle, mais c'était des individus qui se sont portés là pour menacer des responsables politiques, et après on a vu qu'une partie de ces menaces qui avaient été proférées avaient été mises en exécution. Donc c'est des préoccupations réelles. En tant que chef de file de l'opposition, si je fais une question subsidiaire, en tant que chef de file de l'opposition, même si ce n'est pas vous-même qui êtes empêché dans ce sens-là, qu'est-ce que vous faites pour l'ensemble, puisque vous représentez l'ensemble de l'opposition? Isaac ? Non, mais avant de répondre très précisément à ces questions, j'ai un défaut. Ça, c'est le défaut de l'enseignant, c'est de toujours avoir une vision, une réponse très circulaire. Et donc, je peux avoir tendance à croire que je suis dans un amphithéâtre où il faut apporter des questions. Et vous avez raison, on est dans un studio, il faut que je focalise davantage sur les questions qu'on me pose. C'est un exercice, c'est un apprentissage que je fais avec vous. Mais je réponds maintenant précisément à votre question. Quand nous sommes informés de cela, je vous assure que la prochaine fois, surtout quand nous allons rentrer en campagne électorale, on va interroger le ministre de l'administration territoriale, puisqu'il a pris des engagements là. Après le panel, le forum, la rencontre du 16 février, il y a des engagements qui ont été pris de faire en sorte que ça se respecte. Et vous attirez l'attention sur un problème. Dans nos systèmes, vous avez des zélés. Je vous assure que ce ne sont pas des instructions fermes. Il y a une culture de certaines personnes, du zèle, des courtisans qui pensent qu'ils veulent plaire au prince, qui veulent plaire au chef,
qui veulent plaire aux autorités. Et c'est ça. Vous avez des petits chefs ou parfois des quarts de chefs dans des zones. Vous avez même des chefs traditionnels qui vont, parce que vous allez faire une rencontre, qui n'a même pas reçu l'ordre du préfet, qui va vous interdire de faire. C'est pour ça, ça participe un peu de notre rôle. Nous allons attirer, le ministre a pris des engagements en instruisant les chefs traditionnels. Nous l'avons entendu. La prochaine fois que nous aurons une rencontre au CPC ou quand nous aurons une rencontre, c'est un sujet que nous poserons clairement, c'est que des instructions formelles soient données à toute personne détentrice d'un pouvoir dans nos localités, de ne pas entraver l'exercice de la liberté. Et ce que je peux aussi conseiller aux gens, c'est de saisir les instances, la CNDH, de saisir la CNDH. De toute façon, la CNDH est obligée d'avoir un récépissé et de le dire, par exemple, vous le dites, ça nous permet d'être alertés et de prendre un engagement que la fois prochaine, si je rencontre les plus hautes autorités, je le dirai. Alors, restons toujours dans le cadre surtout électoral, puisque c'est ce que nous avons abordé après la pause. Et c'est vrai qu'entre-temps, avec cette question de cautionnement, il y a également la polémique qui a circulé également sur ce fait où des gens parlaient même d'ailleurs de l'exagération alors dans ce cautionnement, et en parlant alors de 500 000. C'est vrai, entre-temps, cela a été décidé au CPC ou entériné même par le chef de l'État à travers un décret. Et aussi, on parle alors de ce cautionnement qui est réduit à moitié pour les femmes. Quelle est l'appréciation que vous faites alors de cela? Bon, quand nous avons appris 500 000, moi personnellement, j'ai été surpris. Parce que rien n'attendait à ce qu'on passe de 100 000 à 500 000. Bon, nous avons essayé de comprendre les considérations. Donc, je suis allé voir quel était le cautionnement dans la sous-région, surtout dans les pays francophones. Sénégal, Bénin, pas Niger et Mali. Bon, j'ai vu qu'il était largement supérieur au cautionnement. C'était même un cautionnement que je jugeais prohibitif. Et nous avons tout fait pour qu'il y ait un CPC. Et nous avons fait passer des messages, utiliser des passerelles, comme le disait ce matin M. Diakouti, en insistant sur, dans une démocratie des passerelles, il a utilisé ce mot. Donc nous avons utilisé ces passerelles pour faire dire que c'était excessif. Même les 300 000, moi je trouve que ça c'est trop. Bon, mais non, je ne peux qu'en prendre acte. Je ne vais pas aller tenir des discours de la défiance en critiquant, on veut nous empêcher d'aller aux élections. J'en prends acte. Non, il y a une précision sur sa question. Les femmes, ça participe de l'équité du genre. C'est même une bonne chose, puisque nous avons pris nous avons publié une recommandation de faire en sorte qu'on favorise la participation des femmes aux élections. Donc, promouvoir le genre, l'équité du genre, ça c'est vraiment une bonne chose. Donc, nous avons vraiment voulu qu'on baisse davantage ces cautions pour les femmes. Alors, est-ce qu'il y a une explication claire sur ce sujet? Quand tout le monde dit il faut contribuer, il faut améliorer la condition de la femme, il faut aider la femme à aller ici, il faut aider la femme à aller là, jusqu'à ce qu'on divise en deux la caution au niveau de la gente féminine pour la participation des élections. Est-ce que les autorités togolaises arrivent à convaincre les Togolais sur la raison qui amène à diviser la caution ou bien à accorder des intérêts, des avantages à la femme? Moi, personnellement, je ne suis pas jusqu'ici convaincu. Est-ce qu'il y a des raisons? On a des femmes Premier ministre, femmes présidentes de l'Assemblée nationale, femmes ministres de la Défense, femmes, etc. etc. Qu'est-ce qui amène l'État à s'aventurer dans ça? C'est une question de société. C'est-à-dire que les sociétés, on le voit, surtout nos sociétés africaines, où les femmes sont c'est le genre le plus laborieux, c'est le genre le plus industrieux. Donc, je pense qu'il est normal que c'est elle qui supporte le foyer, l'éducation des enfants. Moi, ici, c'est bon, je suis un modèle même de ce labeur, de ce courage, de cette opiniâtreté, de l'exemplarité de ce que les femmes africaines sont. Je veux dire, si j'ai pu faire cette volonté d'aller, si vous voulez, cette éthique que j'ai, c'est quelque chose qui m'a été transmis d'abord par ma mère et ensuite par mes maîtres. Mais il faut
faire que nos sociétés africaines, qui sont des sociétés trop patriarcales, qui sont des sociétés où la domination, il faut protéger les femmes. Vous voyez, par exemple, heureusement que le code de la famille et de la personne change. Vous avez des sociétés où, quand le mari meurt, la femme est complètement dépouillée, dépossédée par la famille. Bon, il faut davantage procéder. Donc, c'est pour globaliser votre problématique. Isaac, il nous reste pratiquement 2 minutes. Nous allons aborder la question internationale, surtout avec la CEDEAO, la question sous-régionale, bien sûr. On sait qu'avec la CEDEAO, il y a depuis un temps la CEDEAO qui est en difficulté. On a vu même d'ailleurs des pays qui ont annoncé leur retrait immédiat même d'ailleurs de la CEDEAO. Il y a le Niger, le Burkina Faso, le Mali. Et comment vous entrevoyez même d'ailleurs cette difficulté au niveau de la CEDEAO? Écoutez, je sais qu'il y a une grande défiance des opinions publiques d'abord, des opinions à l'égard de la CEDEAO, parce qu'il y a eu des décisions parfois qui ont été prises qui n'ont pas été bien comprises par nos populations. Mais pour répondre très précisément à cette volonté de départ, je trouve que c'est un mauvais choix tactique. Parce que ces pays n'ont pas les moyens de leur développement économique. Je pense que c'est vouloir vivre en autarcie, alors que la tendance aujourd'hui, c'est plutôt une tendance à s'insérer dans des ensembles régionaux, voire continentaux. Donc, sortir de la CEDEAO, sortir d'une union économique et monétaire, c'est un mauvais choix tactique. Bon, c'est un mauvais choix d'opportunité en pensant que c'est pour plaire une clientèle. Bon, on matine ça de panafricanisme, on matine ça d'une sorte de nationalisme anti-français, alors qu'on oublie que, bon, quand vous voyez un peu les intérêts français dans ces pays, il est très faible. Le cas du Niger, par exemple, on a tendance à dire que la France profite du l'uranium. Non, la France n'a que 10% de l'uranium, n'importe que 10% de l'uranium nigérien. Et depuis ça, aujourd'hui, bon, la France va chercher son uranium en Ouzbékistan, au Kazakhstan, en Australie, en Nouvelle-Zélande. Bon, c'est autant de... Le Niger dépend pour plus de 40% de l'aide extérieure. Bon, ils vont avoir du pétrole, mais on oublie une chose, c'est que le pétrole, c'est une énergie ce n'est pas une énergie d'avenir. D'accord. Uriel, pour une dernière question. Oui, merci beaucoup. Vous savez, le Togo, en ces temps-ci, est reconnu comme l'un des plus gros médiateurs pour la sortie des crises au niveau de ces 3 pays, Burkina Faso, Niger, Mali, et d'autres pays encore. Ils ont tenté pour le Soudan. Certainement, ça n'a pas encore marché. Est-ce que le gouvernement, dans cette ligne de médiation, tient compte de l'opposition? Est-ce qu'ils ont une fois demandé votre avis? Est-ce qu'on vous a une fois associé? Mais non, parce que c'est une prérogative gouvernementale. Mais dans les échanges que nous avons, bien sûr, nous donnons nos avis. Par exemple, sur la question sécuritaire, quand nous rencontrons, quand nous discutons ou bien de façon informelle avec le ministre des Affaires étrangères, ou quand nous discutons de façon informelle avec les plus hautes autorités de l'État, nous donnons notre avis sur la conduite, en sachant bien que c'est une prérogative du chef de l'État, c'est sa prérogative. Mais quand nous discutons, par exemple, de la question du Niger, nous insistons que, par exemple, que le Togo fasse davantage de pédagogie sur sa démarche, parce que c'est conforme à... Quand vous faites de la politique, c'est de la discussion, c'est du compromis. Et la ligne qui a été celle du Togo, c'est de ne pas fermer la porte à la discussion. Et c'est conforme à notre ligne politique. Donc, vous faites la politique, ça suppose aussi de la diplomatie, ça suppose des passerelles. Et donc, c'est ça, c'est des compromis. Donc, voyons ça. Voyez un peu ce qu'il en a été, comment a prospéré cette, si vous voulez, cette attitude un peu du président Tinubu et du président Talon. On voit que ça n'a pas prospéré. Dès le début, dès qu'il y a eu le coup d'État le 26 juillet, ils étaient sur une ligne en disant on va menacer, il y aura une intervention. Mais ça a fait long feu, ça. Alors que la personne qui était sur la ligne politique la plus nuancée, ça a été la ligne politique du Togo et c'est celle qui prévaut aujourd'hui. Isaac Thiapé, les auditeurs vous ont écouté pratiquement pendant 1 heure de temps. Il est midi passé de 2 minutes. Nous allons maintenant les écouter aussi. Ils auront certainement des questions à nous poser et donc nous allons leur donner la parole. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
Une entreprise qui souhaite se développer a besoin d'accéder à des informations, d'analyser un marché, identifier ses prospects, ses partenaires, ses concurrents et bien entendu les contacter sans difficulté. Go Africa Online recense, classe, enrichit et surtout tient à jour des millions d'informations sur le monde des affaires en Afrique au profit des utilisateurs, tant dans leurs besoins personnels que professionnels. Notre plateforme est la première source d'informations sur le monde des affaires en Afrique. Vous voulez accélérer vos opportunités d'affaires sur le continent? Une seule référence, www.goafricaonline.com. 93.5 Canal FM. Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse de ce lundi. Vous avez sans doute compris que maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 22 21 33 114 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Bonjour. Oui, bonjour. Comment vous allez? C'est l'évangéliste Senghor. Voilà. D'accord. Je salue tous les invités placés. Oui, évangéliste Senghor, votre voix est un peu saturée. Et donc, enfin, il suffit simplement alors de faire reculer votre bouche un peu du combiné. Bon, moi, je voudrais m'intéresser un peu, mais pas intéressé, c'est-à-dire que par la mort de ce d'État, je veux parler du président de l'ONU. Vous savez, en toute chose, monsieur le journaliste, la vie de l'homme ne se trouve qu'entre ses mains. Si on dirait à Gabriel que hier il va partir, lui-même il ne va jamais apprendre à ça. Dieu, sa mort va interpeller tout le monde, y compris l'évangéliste Senghor, y compris tout le monde, que la vie de l'homme, nous sommes là pour un petit temps. Tu es président, tu es général, tu es qui, on va partir, sans rien prendre. Donc il faut que tout le monde réfléchisse, change sa mentalité, à faire du bien. C'est ça qui est important. Et de mettre bien parti, il ira rendre compte à Dieu de tout ce qu'il a fait. C'est de même, quand tu agis bien ou mal, tu rendras compte. Merci beaucoup, Amen. 22 21 33 114. Allô? Il est parti. 22 21 33 114 91 36 63 75. Deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour. S'il vous plaît, le nom c'est? C'est Monsieur Ali. Monsieur Ali. Oui. Vous nous appelez de quel quartier? Je vous appelle de l'Oméga. L'Oméga, allez-y. Il faut diminuer un tout petit peu le volume de votre poste qui est à côté de vous. Ok. Je voulais parler par rapport aux élections qui sont à l'horizon actuellement dans notre pays. Oui, allez-y. Moi, en tant que Togolais lambda, moi, je voudrais dire à notre cher président de la République de faire tout possible pour que tout aille bien. Et concernant les opposants de notre pays, moi, je ne suis pas pour quelqu'un opposant de prendre peut-être notre pays qu'il va gérer un jour, parce que les opposants dans la sous-région, quand ils prennent le pouvoir, après ce qui se passe, on le voit. Donc, j'aimerais demander à notre cher président de la République de revoir un peu les choses et rester au pouvoir autant qu'il veut. Parce que nous voulons la paix dans notre pays. Merci. Merci beaucoup, Ali. Le message est passé. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Nous sommes avec Isaac Tiapé. Allô? Oui. Bonjour. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, le nom c'est... Diminuez le volume de votre poste. Oui. Je m'excuse. Oui, votre nom je me nomme Benoît, je vous appelle Dangoy. Oui, Benoît, allez-y. Je voulais tout d'abord bonjour à votre invité. Et je voudrais dire que j'ai l'impression qu'il... Je m'excuse, et j'ai l'impression qu'il cherche un poste au sein du gouvernement. Il ne faut pas comparer qu'il y a plus de délestage en Afrique du Sud au Togo. Et au Togo, là, comment on fait les recensements? Comment on fait les recensements au Togo et en Afrique du Sud? Sous le... comment je vais dire? Et le chef de file
de l'opposition est à l'étranger. Il parle comme si c'est une irbis. Bon, moi j'aimerais dire, hein, il n'a qu'à me dire la présence du président Fornia Toumbe, ce qui a été réalisé jusqu'à la fin. On nomme un président pour subvenir, pour répondre, pour résoudre les problèmes du peuple. Pas l'exposer. Écoutez, le péage de 50 francs, l'augmentation du prix du gaz, de l'essence, le prix du maïs, et quoi encore, les gens meurent à l'étranger sans être... le président ne dit rien, tout le monde est là comme si rien ne se passe. Alors que dans les autres pays, c'est le pays qui donne 3 jours de deuil. Et qui reste maintenant? Quand on parle du Togo là, à part le chef de l'État, sa médiation, qui reste? J.Christ Olympio, qui à Tadam ou bien Joseph Kogo Kofigo. Je m'arrête là. Bonne journée. Merci beaucoup, Benoît. Le message est passé. 22 21 33 74 91 36 63 75. Allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour le plateau. Oui, le nom c'est? C'est Armand. Armand, allez-y. Oui. Je tiens d'abord à envoyer mes condoléances les plus attristées à la famille biologique ainsi que politique de l'ancien ministre, le premier ministre Adéomé Togo, dans un premier temps. Dans un second temps, j'aimerais dire que vraiment le cadre, c'est-à-dire de concertation mise en place par le gouvernement, à bien voir, le cadre est bien accepté par une grande partie des acteurs politiques. Et le gouvernement vraiment prend soin de prendre en compte certaines des recommandations, ce qui est une très bonne chose. Mais il va falloir qu'on puisse amener l'ensemble des acteurs à comprendre le bien fondé de la métendue du gouvernement, aussi les fondements de ce cadre. C'est que nous devons parvenir à des élections libres, transparentes et surtout apaisées. Avant que ce qui se passe à l'extrême nord du pays, et nous devons comprendre le contexte. Et quelque part arrêter les surenchères politiques que là. L'essentiel, c'est que apporter du bien-être aux populations. D'accord, merci beaucoup Armand. Le message est passé. 22 21 33 74. Allô? Bonjour. Bonjour, comment vous allez? Ça va. C'est Maouto. C'est M. Maouto. D'accord, allez-y. Salut le plateau. Oui, salut. Votre invité ne m'a pas convaincu. Sous la réduction des opposants, sur la manifestation de leur parti politique au nord, là, il ne m'a pas convaincu. Est-ce que, je vous pose la question, est-ce que une fois aussi, l'UFC a été empêché? Deuxième question, est-ce que entre le gouvernement et la CENI, qui organise l'élection? Pourquoi cette question? Le représentant de l'UFC à la CENI, il a remercié le gouvernement d'avoir repoussé l'élection 8 semaines plus tard. Pourquoi c'est incohérent? Troisième question. Les opposants dans les pays francophones ne se battent pas pour avoir des élections fortes dans le pays. Pour moi, au Togo, aucune institution n'est forte. Pourquoi cette façon de faire la politique? Pour que le monsieur dit qu'eux, ils veulent faire la politique autrement. D'accord, merci beaucoup, M. Maouto. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Ouais, c'est Évangéliste qui regrette. Oui, Évangéliste Sengo, allez-y. Ouais, vous voyez, qu'est-ce que Dieu dit? Le roi, le trône du roi ou le président du pays est affermi par la justice. Le trône du roi ou le président est affermi par la justice. Mais au Togo, l'injustice. Vous voyez, il y a des gens, le président veut libérer des gens en prison. Non, les gens ne les libèrent pas. Mais il faut qu'ils mettent là-bas. Mais toi qui nous défends du Dieu, toujours l'injustice, mais dis-toi toujours, il veut ou tu ne veux pas, il rendra compte. Parce qu'il ne faut pas qu'on nous trompe, disant que si je rends là, il y a le purgatoire, on va prier sur mon âme, on va faire petit cas, tout fait.
Ce que tu as donné comme diplôme de mal sur la terre, tu le payeras. Toi, il faut que les Sénégalais comptent de ça. Si tu ne veux pas du bien, c'est moi, tu peux te mettre en prison. Et on laisse les gens s'accroupir. Les gens qui sont en exil. Voilà, venez mettre les morts là-bas. J'interpelle le gouvernement. Si tu as intérêt dans ce pays natal, s'il vous plaît, si le président fera l'écoute, ou fait son gouvernement, qu'on ramène tout quelqu'un. C'est vrai, à deux mois, c'est des gens au Togo. Vous voyez, nous sommes tous des Togolais. On va où avec tout ça là? C'est ça qui est le problème. Mais que vous, les journalistes, comprenez que vraiment, notre vie pas de temps de Dieu. Et nous allons quitter. Même ce que tu as sonné, c'est ça que tu vas respecter. Je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, Évangéliste Senghor. 22 21 33 114. Allô? Oui, bonjour, madame ici. Oui, allez-y. Je dis RIP à notre grand frère Kodjo. Lui aussi, il a essayé quelque chose de l'alternance, mais bon, le bémol, c'est parce qu'ils se sont focalisés sur un seul parti, laissant les 120 autres le régime en paix. C'est le seul bémol, autrement il a essayé quelque chose. Et j'aimerais savoir aussi, je fais un coucou à ça, pour savoir, j'espère qu'il va commencer à la HACA. Et puis voilà. Pour l'UFC, ils auraient pu signer un accord, un bon accord d'alternance pacifique, mais bon, les gens qui sont en face en ont fait autrement. Et puis on en est là, quoi. Et je voudrais le demander là, pourquoi est-ce que dans la Constitution c'est écrit que c'est le même régime qui devrait organiser toutes les élections depuis 60 ans là? Est-ce que c'est écrit quelque part? Et puis, si vous là-bas ou quelqu'un d'autre l'organise, est-ce qu'on paierait encore la caution? Ça serait pas gratuit, comme en France, je ne sais pas combien on paye, hein, mais je sais que dans les pays scandinaves, c'est 0 francs. Parce qu'il y a les impôts, il y a tout ce qu'on veut, il y a les richesses du pays. Et en France, je ne sais pas combien on paye. Si M. Tiaté pourra me dire la caution en France, mais ça ne serait pas 20 millions pour la présidentielle. Et si on octroie 4% à un parti ou moins, on bloque, on confisque les 20 millions. Alors que l'opposition ne travaille pas dans le pays. On a refusé à l'opposition de travailler, qu'elle est appauvrie. D'accord. Voilà. Oui, merci beaucoup et merci beaucoup, madame ici. 22 21 33 114 91 36 63 75, les deux numéros sur lesquels vous pouvez réagir. Allô? Allô, bonjour. Oui, allô? Oui, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, le nom c'est Abraham, s'il vous plaît. Abraham, vous nous appelez de quel quartier? Je m'appelle Balépédo. À Balépédo, allez-y. Bonjour à tout le monde, bonjour à tous les plateaux. Oui, bonjour à toi aussi. Moi, personnellement, j'ai l'impression que les politiciens de notre pays, ils sont même avec un peuple politique. Ils sont tous les mêmes parce qu'ils ont tous les mêmes idées. Par exemple, le politicien, il faut le citer à côté de la population quand il y a des élections. Sans quoi, on ne le sait pas comment on le fait aussi des politiques. Le chef d'État ne se même pas, on n'était pas plié, on ne voit seulement que il y a des réalités de sa part. Par exemple, je prends un exemple de ce qui se passe, comment on appelle ça, ce qui doit. Il y a eu des morts, un mort, 2 morts, 3 morts, ça s'inscrit. Il faudrait que la population puisse se faire d'abord avant que le gouvernement se mette, le jour est mort. Or, il n'y a pas de même niveau. Il n'y a pas une méthode qui a été Abraham, alors, nous avons vraiment des difficultés à écouter Abraham. Je pense que c'est sa position. 22 21 33 114. Allô? Non, c'est juste 2 secondes. Pour dire que moi, je vais alterner au Togo. Je vais alterner comme en France, afin que tout le monde puisse gouverner en bien pour le partage des richesses. Même les miliciens. Tout le monde peut gouverner ce pays en bien pour tout le monde, quoi. C'est juste que je voulais placer, j'ai oublié avant. Justement, merci. Je vais alterner, quoi. Merci beaucoup, je m'en doutais quand je n'ai pas encore écouté cette phrase. 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, comment vous allez? On remercie Dieu. Le nom c'est Dodi de Darave. Pardon? Dodi de Darave. Dodi, voilà, Dodi de Darave. Allez-y. Je remercie
vos confrères et l'invité. D'accord. Merci. Bon, j'aimerais lui demander, parce qu'il a parlé beaucoup de social et de cohésion sociale et du pardon. Voilà notre grand papa du nom de l'USC, le vice-président, Oli Toyin. Même on nous a dit qu'il y a les balles dans son corps. Et ils l'ont laissé où? Et ils veulent venir faire la paix avec les autres enfants du Togo. C'est pas, ils l'ont laissé où? Ils n'ont pas nous expliquer ça. Je n'ai pas compris la question. Ils l'ont laissé où? Comment? Je ne vous comprends pas, Dodi. Soyez précis dans la question, s'il vous plaît. C'est-à-dire qu'il y a des problèmes entre eux. Et on a assigné l'UFC au tribunal. Jusqu'alors, on n'écoute rien de ça. On le dit où? Deuxième question. Une fois, nous parlons de chef de file de l'opposition. Ils ont réalisé des choses. Et on s'ouvre encore ici. Et ils ont réalisé pour le peuple togolais. Le taux, c'est-à-dire l'augmentation des carburants et autres là. Et voter les lois qui plaisent le parti au pouvoir, c'est ça qu'on appelle travail. Je l'ai écouté premièrement, je sais qu'il est un homme de Dieu. Il n'a pas avoir peur de Dieu avant de parler. D'accord, Dodi, merci à toi. 22 21 33 114 91 36 63 75. Je pense que nous avons un dernier auditeur à recevoir pour le compte alors de cette émission de ce lundi 22 21 33 114 91 36 63 75. Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, comment vous allez? Oui, ça va, c'est M. Denis de Kégué. Monsieur Denis. Oui. De Kégué. De Kégué, allez-y. Oui, les députés, là, ils nous servent à quoi? Le président travaille seul, on n'a pas besoin de députés. On nous impose les députés, ils ne sont pas dans les milieux, ils ne savent pas les problèmes qui se passent là-bas. Nos allocations familiales, depuis des années, c'est 2000. Le port de Lomé, il y a Mali, Niger, Burkina qui se dirigent maintenant vers Lomé. Allez-y voir là où les véhicules sortent du parc. Allez-y dans les parcs voir comment ce qui se passe. Et ils sont là, ils nous amènent qu'on a qu'à les voter. On les vote, ils foutent quoi? Le président travaille seul. Ils n'ont qu'à rester chez eux. Ce n'est pas la peine de venir nous mentir encore dans les fermes. On est là après, même l'eau, même pour boire actuellement dans les quartiers, on ne trouve pas. Merci, bonne journée. Merci beaucoup, Denis. Je pense que Denis est le dernier auditeur pour le compte de cette émission de ce lundi. Isaac Diakpé, vous avez écouté vos compatriotes, vous avez écouté les auditeurs sur un certain nombre alors de sujets débattus ici au Club de la Presse. Alors, si vous avez à leur répondre, qu'est-ce que vous allez leur dire? Il y a des choses spécifiques auxquelles je vais répondre, mais de façon générale. Si vous voulez, ce qu'il y a de positif dans ce type d'émission qu'on fait participative, c'est qu'elle nous oblige à être encore attentifs aux colères, aux exaspérations de nos concitoyens. Ça prouve qu'il y a une volonté du mieux, il y a un mal-être chez beaucoup de nos concitoyens, les gens veulent le changement. C'est la manière dont les changements doivent se faire. Nous, en tant que politiques, en tant que responsables, en tant qu'ayant investi d'une responsabilité, nous ne pouvons qu'écouter et proposer des pistes qui sont des pistes qui ne fracturent pas davantage et qui nous permettent de vivre ensemble. C'est ça la différence entre en rester à l'indignation, à la stigmatisation de l'autre. Je ne peux faire que de la pédagogie. Ça, c'est vraiment le côté positif. En revanche, le côté négatif de tout cela, c'est que nous avons beaucoup de partis politiques qui en restent simplement à cette façon d'entretenir des partisans qui entretiennent leurs partisans dans la détestation de l'opinion de l'autre, dans l'invective, l'insulte. Donc, on contribue toujours à ce que j'appelle cette polarisation du débat où nous vivons pas comme des gens qui appartiennent à un même pays, mais comme des ennemis. C'est la pensée du eux et du nous, des fossés infranchissables. Et du coup, les voix modérées, les voix nuancées ne trouvent pas d'écho parce que vous avez beaucoup de criards, vous avez beaucoup de gens qui
ont la palme d'or pour mettre en valeur la sinistrose, peindre la réalité qu'en noir, les déclinologues, même si les choses sont bien, c'est par exemple, on va dire, ah oui, c'est parce que tenir un discours nuancé, c'est parce qu'on veut faire, on a besoin d'un poste, je n'ai pas de plan de carrière personnel, je pense que la vie que j'ai menée est suffisante en soi pour des satisfactions, c'est plutôt un sacerdoce. Donc, ça c'est le côté positif, et j'engage sur ce volet tous les gens qui sont engagés, tous les partis politiques, à avoir adopté ce sens de la mesure, ce sens de la responsabilité, qui est qu'au-delà des colères des gens, qu'est-ce que nous faisons pour trouver des solutions? Et c'est ça, c'est vraiment ça. Pour la question d'aller dans le Nord, non, nous n'avons pas été empêchés. Mais nous prenons un engagement. Si nous voyons que nous avons été informés, par exemple, des cas particuliers dont nous avons connaissance, nous nous engageons, nous investissons, nous allons voir les gens qui sont en responsabilité pour leur dire d'améliorer les choses. Par exemple, monsieur Assogba, un cas dont je n'étais pas au courant, je vais, à chaque fois que j'aurai l'occasion, je verrai certainement le ministre de l'administration territoriale demain, puisqu'il y a l'ouverture de la séance parlementaire. Je poserai la question, je verrai le ministre Trimois, qui est le ministre des institutions et le ministre chargé des droits de l'homme. Je porterai à son attention ce fait-là, en disant, pas simplement de s'en tenir de régler ce fait particulier qu'il a, mais de dire, de faire davantage que la perception que nos concitoyens ont, qu'il y a un pouvoir qui peut paraître arbitraire, de réduire cela. Vous savez, il y a, pour rejoindre Madame ici, parce qu'elle disait, est-ce qu'il ne faut pas l'alternance? Oui. J'ai un peu parfois cette tendance à dire la chose. Bon, quand vous êtes dans je préfère, je passerai parce que j'allais faire quelque chose qui ne sera pas compris. J'allais dire, raconter une petite histoire, un conte qui ne sera pas compris. Quand vous avez une situation de fait, comment vous arrivez à la changer? Si vous êtes en posture d'invective, de constater, comment vous arrivez à changer? Moi, je sais que quelqu'un qui est plus fort que vous, quelqu'un qui a de la force, ou vous rusez, ou vous êtes intelligent pour l'approcher, pour le combattre. Ça, c'est ce que je sais. C'est ce que j'ai appris. C'est-à-dire, quelqu'un qui est plus fort, vous ne pouvez pas l'affronter directement. Je reconnais que vous avez un parti au pouvoir qui est plus fort. Ce n'est pas faire preuve, ce n'est pas me sous-évaluer, ce n'est pas sous-estimer ma force. Ils ont de l'expertise, ils ont des hommes, ils ont une ancienneté, une expertise qui est l'ancienneté de la pratique du pouvoir. Mais je ne désespère pas de leur arracher le pouvoir par cette manière-là, en semant petit à petit, en faisant de la pédagogie, en les convainquant, en me montrant avec simplicité et humilité, en disant qu'il faut que les choses changent. Parce que je tiens que ce sont aussi des hommes, je tiens aussi qu'ils ont des frères, je tiens aussi qu'ils sont conscients que les choses ne changent pas, et je ne peux que cette manière de les convaincre avec la force de ma parole, de dire qu'il faut que ça change. Je ne sais faire que ça. Donc, pour répondre après, pour la CENI, de dire, non, il y a une différence, c'est une commission électorale indépendante, vous avez les représentants de tous les partis politiques dans cette commission, et ils ont un exercice de contrôle. Après, vous avez, lors du vote des gens, nous avons des délégués dans les bureaux de vote, donc à chaque niveau du processus électoral, nous avons des manières de contrôler, d'une manière ou d'une autre. Et puis, nous avons des institutions. Même s'il faut les consolider, je ne dis pas qu'elles sont parfaites, mais nous sommes en pleine phase de consolidation de ces institutions. Merci beaucoup, Isaac Tsiapé. Uriel, pour finir. Non, je pense que on n'a pas trop d'inquiétude à émettre par rapport aux élections qui s'annoncent, parce que comme d'habitude depuis 2007, on a quand même constaté des efforts énormes de la part des dirigeants qui prennent d'avance des dispositions pour qu'il y ait des élections apaisées sans violence. Actuellement, vous le voyez comme tout le monde, après les organisations de la société civile, il y a aussi le clergé qui est sorti une fois encore en se prononçant là-dessus, en invitant tout le monde à l'apaisement, à une élection sans violence, sans oublier les actions toutefois menées par le PM Awate Rodabalo, qui travaille souvent avec vous. Donc, je pense que ce sont des actions qui concourent à aller à une élection sans violence. On n'en a même pas besoin. La violence en période électorale, on n'en a même pas D'accord, besoin. merci beaucoup, Didier.
Non, qu'est-ce qu'il faut dire d'autre? C'est que, vous savez, nous, le Togo, et comme la plupart des pays africains d'ailleurs, nous sommes dans une situation politique complexe et difficile. Et donc, il faut que les uns les autres, si nous optons véritablement pour la démocratie, que les uns les autres essayent de réactualiser leurs méthodes et leur approche politique pour véritablement atteindre leurs objectifs. Sinon, tel que les choses se font là, ça risque d'être les mêmes choses, alors que nous voulons avoir d'autres résultats, que, comme dirait quelqu'un, la folie, c'est de vouloir faire les mêmes choses de la même façon tout le temps et de vouloir avoir des résultats différents. D'accord. Isaac Thiapé, merci d'être passé dans cette émission. Je veux dire à Madame Messi qu'en France, il faut des parrainages. Je n'ai pas connaissance qu'on a un cautionnement. Mais vous savez, ça, ce sont des démocraties avancées où toutes les élections sont financées. Isaac, merci d'être passé dans cette émission. Ça a été tout un plaisir pour moi d'avoir animé cette émission avec vous. Et merci Muriel d'être également passé dans cette émission. Oui, Didier, merci à toi d'être passé dans cette émission. Merci à vous qui nous avez suivis, puisque nous sommes à la fin de cette émission de ce lundi. Michel Tomega a assuré la mise en onde.